ZRC. 3 lettres qui claquent comme une lame affûtée et tranchante. N'ayez pas peur, c'est pas la peur qui vous guette, mais c'est l'excitation de découvrir l'âme qui se cache derrière cette plongeuse en forme d'hexagone. Eh bien, c'est Benjamin qui vient aujourd'hui nous raconter son histoire avec cette ZRC Grand Fond 300 avec un petit détail très sympathique. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Benjamin, ça va? Salut Xavier, super, content d'être là. Est-ce que tu es acéré, affûté comme une lame pour cet épisode de Petite Montre entre amis? Écoute, peut-être pas suffisamment au vu du quiz qui va arriver, mais je fais au mieux. Il a déjà la pression, les amis. En tout cas, au-delà de la pression, il a la bonne mine de quelqu'un qui a pris le soleil. Et ça, c'est beau. Tu es venu avec ta montre quand même? Bien sûr, Alors, bien sûr. Tu me la montres? Évidemment. Donc ZRC, grand fond, bracelet cuir, un petit bracing. Oui. C'est le bracelet d'origine, ça? C'est un bracelet que tu fais monter au choix sur le catalogue de ZRC. Donc tu as un atto, tu as des différents cuirs et tu as un bracelet, celui qui est fourni habituellement pour les plongeurs, il est métallique avec un brevet particulier que ZRC a trouvé pour ce métal avec des ressorts noyés dans la masse, ce qui fait que tu peux l'écarter sans ouvrir, sans manipuler pour le mettre par-dessus une combinaison de plongée. Voilà. Ok, c'est vachement intéressant ton truc de bracelet, mais pour le coup j'ai envie de te dire pourquoi tu l'as pas pris avec le bracelet acier? Mais parce que je suis pas plongeur. Moi je voulais un truc un peu plus passe-partout. Les amis, attention, hein. Première fois qu'une ZRC vient dans Petite Montre entre amis, on a déjà vu une ZRC dans Duel Time. Salut Denis, merci beaucoup de nous avoir présenté cette montre. Mais là, c'est la première fois. C'était pas Duel Time, c'était Battle, je crois. Oui, c'est beau. Là, il essaye de marquer des points en avance au quiz. Benjamin, bien sûr, c'était Battle avec un collectionneur où il y avait la ZRC, une Breitling Top Time et puis une Black Bay 58 bleu. Donc pour le coup, tu es le premier finalement à nous raconter que tu voulais pas de ce bracelet très plongeur, parce que bien que ce soit une plongeuse historiquement, tu fais pas de plongée. Je fais du snorkeling en vacances, comme je fais de la voile, je vais souvent vérifier l'encre quand ça s'y prête, mais je ne suis pas plongeur, non. Plongeur bouteille, pas souvent. Ok. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a une toute petite année. Ouais. Donc quasiment pendant le confinement? Même avant. Même avant? Oui. Ouais. Explique-nous pourquoi tu es allé sur ce modèle, tu le regardais, c'est un coup de cœur, c'est quoi? Je peux l'essayer pendant que tu me réponds? Bien sûr, si tu arrives à mettre ton poignet de Golgoth dedans. Ah, le poignet de Thanos, les amis, hein. Attention, on va voir de quel bois se chauffe Benjamin. Pas mal, ça j'aime ça. Ça c'est un signe, hein. Dites-moi si elle me va. Tiens, je te passe celle-là. Merci. Un peu plus d'1 an. Oui. Alors c'est une montre, c'est pas forcément une montre dont je rêvais, je la connaissais, elle m'intriguait, elle m'intéressait, mais spontanément je ne serais pas forcément allé là-dessus tout de suite. Mais voilà, j'ai un ami d'enfance très cher qui tient une boîte de travaux sous-marins à Marseille, qui s'appelle Seaworks, et qui a fait faire des cadrans logotés au nom de sa boîte pour les offrir, pour offrir les montres à ses plongeurs. Donc c'est ce qu'on voit là à 6 heures. Exactement. Et il a fait faire 25 cadrans, je crois qu'il y a eu 16 montres montées. Et une fois qu'il a distribué à ses plongeurs, il m'a dit il m'en reste une ou deux, est-ce que, voilà, sachant que tu adores les montres, est-ce que ça t'intéresse d'en avoir une, bien que tu ne sois pas plongeur de mes équipes, mais voilà. Et donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion avec plaisir et je me retrouve avec une montre logotée Seaworks et avec cette ZRC, voilà, c'est un peu le hasard. Mais elle est super cette histoire. Donc Seaworks, ils font des travaux marins quoi, sur des câbles, sur des pipelines, sur quoi? C'est beaucoup de travaux portuaires, aménagement côtier, ils vont draguer des fonds de port pour enlever les boues résiduelles, etc. Ils font du ponton flottant, ils font des réparations de pannes, des corps morts, ils ancrent beaucoup de corps morts, notamment dans les parcs nationaux, tu sais, vers Porquerolles, là, au large de Porquerolles. C'est eux qui ont fait les nouveaux corps morts qui ont pour but de préserver les herbiers de Posidonie. Donc c'est plus des gros blocs qui raclent au fond, c'est maintenant des vis qui vont s'ancrer dans le fond. Donc voilà, c'est eux qui ont fait tout ça. Ils travaillent depuis la surface et il y a des plongeurs en dessous qui guident, qui font les manips. Voilà. Ouais, mais alors toi tu le connais bien, c'est ton pote. Il a fait
il a fait ce cadeau, entre guillemets, pour ses plongeurs. Ouais. Évidemment, parce que c'est un bon patron et qu'il aime son équipe, etc. Mais c'est aussi et surtout des outils pour travailler où ils sont équipés de choses électroniques en tout genre. Alors, je suppose qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour plonger. Ils avaient déjà des outils effectivement peut-être plus précis, plus adaptés, plus modernes. Par contre, alors c'est marrant parce qu'il y a deux façons de voir les choses dans son équipe. Il y a les gars qui ont dit waouh, je vais la garder, je vais y faire gaffe, je la mettrai le dimanche. Et il y a ceux qui disent ah non, mais c'est une montre de plongée, moi je plonge avec. Et du coup, il y a des mecs qui travaillent. Alors du coup, la montre elle morfle parce qu'effectivement, c'est pas un métier de tendre. Sous l'eau, il se passe des trucs, ça tape, ça rien. Bien sûr. Il y a eu quelques petits déboires avec certains boîtiers qui plongent eux, mais bon, apparemment le SAV de ZRC a été tout à fait efficace. Mais voilà, il y a ceux qui plongent avec, qui travaillent parce que c'est des montres de plongée et qui veulent les utiliser en tant que telles. Et puis il y a ceux qui disent non, voilà, c'est une belle montre, on la garde. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, donc c'est l'opportunité. Donc en plus, c'est toujours sympa tu vois, pour le coup, c'est vraiment une série limitée. Oui. Tu vois, souvenez-vous les amis, il y a quelques semaines, avec Olivier et sa Seiko Prospex Paddy, tu vois, Paddy, on est vraiment dans l'univers de la plongée, comme avec une ZRC grand fond. Bien sûr. Il y avait un questionnaire sur les séries limitées. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne opportunité, une série limitée? Moi, très franchement, non. Mais là, c'est autre chose qu'une série limitée. Ah oui, parce que pour toi, c'est une vraie signification. C'est la montre qui vient de la boîte de ton pote. Tout à fait. Et avec des gens qui réellement plongent avec. Exactement. C'est génial ce truc. Ouais, ouais. Moi, T'as pas hésité une seule seconde? Ah non, j'ai été vraiment trop fier de pouvoir avoir une montre logotée avec sa boîte. Voilà, c'est un gars que j'adore. Et je sais que voilà, chaque fois que j'ai cette montre au poignet, j'ai un petit bout de lui et de son histoire au poignet. Voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'il a partagé un petit peu avec toi la complexité, la difficulté, l'enthousiasme, les craintes de ZRC lorsqu'il est probablement allé les voir en leur disant voilà le projet que j'ai? Tu vois, il a tout de suite été reçu en disant génial, bien sûr, ou on ne sait pas. Tu sais un peu ça? Je crois savoir qu'il n'a pas été en contact avec ZRC directement, mais avec un revendeur bien connu à Marseille, qui lui, par contre, a été enthousiasmé par le projet et qui s'est rapproché des ZRC. Mais lui, directement avec ZRC, je ne pense pas qu'il ait eu de contact. Ouais, mais bon, moralité, c'est quand même une affaire humaine. C'est-à-dire qu'il a convaincu quelqu'un qui probablement était un bon distributeur à Marseille et qui avait pignon, tu vois, qui avait portes ouvertes chez ZRC, quoi. C'est ça. Puis je crois même que le gars s'est impliqué, qu'il est venu lorsqu'il a distribué les montres pour expliquer un peu, parler de la boîte, etc. Donc il a été bien suivi par rapport à ça. Je trouve cette histoire top parce qu'au-delà de la petite série limitée ou quoi que ce soit, vous le savez les amis, il y a cette montre-là, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, elle a clairement été utilisée par la Marine nationale de façon très très sérieuse pendant quasiment 20 ans. Mais aujourd'hui, ces montres-là, logotées, co-brandées, etc., sont des montres d'apparat, sont des montres pour faire plaisir. Il y a tout un tas de projets historiques avec Air France, avec des régiments de l'armée, avec la gendarmerie, avec la police, etc., où ce sont plutôt des opportunités d'avoir, entre guillemets, une belle montre, non pas qu'elle ne soit pas belle, mais une belle montre dans le sens, elle véhicule beaucoup plus que simplement de donner l'heure. Donc en ce sens, elle ne sert à rien, mais elle fait plaisir, d'où la notion de beauté, et puis de l'avoir à des conditions tarifaires pour les personnes qui sont dans les régiments, qui sont dans les équipes. Voilà. Et ça, pour le coup, là, on n'y est pas. Là, on est quand même quelque chose au départ où il y a des mecs qui l'utilisent, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Dans le commerce, version non co-brandée Seaworks, combien ça coûte une montre comme ça? 2003 2003? Ouais, je crois. Pas plus? 2004 je sais pas. Ah ouais. 2003, 2004. Non, je te pose la question comme ça parce que je ne veux pas te poser la question combien tu l'as acheté à ton pote ou parce que voilà, je pense que ça me paraît pas être une bonne approche, mais c'est pas cher. Je trouve que c'est raisonnable pour une montre comme ça, mais après, ça reste de 2300 balles. Ouais. Enfin, pour une montre, c'est pas rien non plus. Après, cher, pas cher, je pense que c'est très perso ça. Moi, je trouve non mais attends, vous le savez les amis, et tu le sais aussi, si tu m'as contacté, c'est que tu connais la chaîne. Même 200 balles, c'est super cher pour une montre. Là je ne m'adresse pas à des nouveaux qui viendraient sur la chaîne, etc. C'est juste pour dire qu'une plongeuse 300 mètres qui historiquement a été conçue, pilotée,
brevetées, co-créées avec des véritables plongeurs. Je crois que l'une de leurs façons de dire, c'est la montre de plongée faite par des plongeurs, la montre de plongeurs faite par des plongeurs. D'autres l'ont fait, tu vois, la Prof, Omega, etc. On est combien? On est 2,5 fois, 3 fois moins cher que les plongeuses les plus renommées sur le marché, Omega Seamaster, Rolex Submariner, etc. Et on est aussi 4 fois plus cher qu'une Seiko Prospex qu'on a vu passer sur la chaîne avec Olivier récemment. Quoi. Donc toi, pour le coup, toi, à titre personnel, tu en penses quoi de ce prix-là, 2004 ? Comme tu disais, c'est plus cher qu'une Seiko et moins cher que des plongeuses Omega ou Rolex, mais pour moi c'est relativement justifié parce que le calibre qui est dedans, c'est pas un calibre ZRC, c'est un calibre classique, un ETA. Donc il y a une qualité de fabrication, il y a des brevets, il y a une histoire, etc. On achète ça aussi, mais le positionnement, voilà, 2 000 à 3 000 euros, ça me paraît, je suis pas surpris, quoi. Voilà. Ok. Quel est le petit adjectif que tu lui donnes à cette ZRC? Ah, tu t'es préparé? Un peu, ouais, parce que je voulais pas faire comme beaucoup, élégante, originale. Alors, moi, je vais dire, mais je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons. Je vais dire singulière. Ouais. Voilà. Et pas que par rapport au fait qu'elle soit logotée avec une boîte de plongée de Marseille. Elle est singulière, parce que d'abord, je trouve que c'est quand même un ovni, cette montre, avec cette carrure, avec des angles vifs à 9h et 3h. On voit ça à peu près nulle part. Une couronne à 6 heures, des aiguilles Magnum avec une lollipop qui tourne autour. Enfin, oui, ça ressemble à rien de ce qu'on peut trouver ou à pas grand-chose. Voilà. Et elle est singulière aussi parce que ZRC, c'est très surprenant, mais enfin, tu vas dans n'importe quel catalogue de fabricants de montres, tu as des modèles. ZRC, tu as un modèle. Tu as la grande fond, elle est déclinée avec un modèle titane qui va plus profond, etc. Mais tu as un modèle, un design, voilà, une esthétique, c'est celle-là. Et c'est celle-là depuis, je crois que depuis toujours, quoi. Il y a des vieilles qui étaient plus petites, etc. Mais elles avaient toujours cette forme très très reconnaissable. Ils peuvent se prévaloir d'avoir équipé, comme tu disais, la Marine nationale, le commando Hubert, la Calypso, les marins-pompiers de Paris, ils ont équipé l'équipe de France de ski nautique, enfin, des gens qui travaillaient ou qui plongeaient avec. Et pour autant, personne aujourd'hui connaît vraiment ZRC, ou à part les passionnés, ceux qui s'intéressent vraiment. Et c'est assez bizarre, quoi. C'est singulier comme histoire aussi. Voilà. Une boîte qui était sur les rives du lac Nancy, en Suisse d'abord, puis après qui est venue à Annecy, je crois que c'était à cause de la guerre. Alors, une montre de plongée au bord d'un lac de montagne, bon, pourquoi pas, mais moi ça m'avait fait un peu tilt. C'est singulier comme histoire. Voilà. Moi je partage ce que tu dis, et il y a une autre singularité d'abord sur la lunette. C'est que là on a des lunettes avec des picots. Et avec les index sur la lunette cardinaux qui ne sont pas du tout ce qu'on peut souvent avoir dans une plongeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin de fer des minutes, ce qui est assez original et peut-être même perturbant quand même pour une montre de plongée, puisque mine de rien, le sujet de la lunette unidirectionnelle est bien pour éviter que tu ne te trompes sur combien il te reste d'oxygène dans ton bloc. Donc ça, c'est pas simple. Donc ça, c'est une autre singularité. Là où il y a une singularité malheureuse, entre guillemets, c'est que ZRC échappe pas à ces dizaines et des dizaines de marques qui, en fait, ont disparu. De début 80 à 2000, à peu de choses près, ou de 75 à 95. Bien évidemment, je suis allé avec attention sur le site de ZRC 1904, donc la partie de ZRC qui fournit les montres. On parlera peut-être un peu après de ZRC côté bracelet. Dans leur histoire, il y a un trou. Colossal entre la fin de l'utilisation de la montre par la Marine nationale en 82 ou quelque chose comme ça, ou 80 ou 78, je ne me souviens plus, et puis le renouveau de la marque. Mais ça, c'est valable aussi chez Vacheron Constantin, j'en ai déjà parlé, chez Blancpain, chez Girard Perregaux. En fait, tout un tas de marques qui ont eu énormément de mal à sortir de la baisse des ventes liée à l'industrialisation, au process et à l'électronique japonaise. Et c'est dommage parce qu'en fait, cette montre-là, en termes de réussite, d'accompagnement, de grandes aventures humaines, de choses où les personnes qui les portaient risquaient leur vie, que ce soit sous l'eau, dans les airs,
dans la montagne, etc. Aujourd'hui, c'est super méconnu, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça le serait encore, je pense, si je crois que c'est plus ou moins les héritiers, les petits-fils ou arrière-petits-fils n'avaient pas décidé de remettre ça au goût du jour avec des moyens modernes, une communication un peu ad hoc, etc. Ouais, c'est vraiment très sympa. Alors, parlons de cette fameuse couronne à 6 heures. Oui. Elle a plusieurs caractéristiques. Oui. Ouais. Elle est à 6 heures. Et puis après, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a comme idée, comme brevet là derrière? Alors, elle est à 6 heures. D'abord, la raison, c'est parce qu'ils ont eu un projet qui a été retoqué à l'époque par la Marine nationale. Ils avaient sorti un prototype que la Marine a utilisé et la Marine a décrété que cette couronne à 3 heures classique était trop fragile. Il y avait une fragilité, en tout cas, pour les plongeurs sous l'eau. Donc, ils ont revu leur copie et ils ont décidé de décaler la couronne à 6 heures. L'histoire, si j'ai bien compris, c'est ça. Et après, eux ont décidé de trouver un moyen pour sécuriser la plongée, pour pas que l'eau rentre dans la montre. Donc, ils ont sorti un brevet avec un système qui fait qu'il y a une partie du bracelet qui est articulée, mais qui fait partie de la boîte, en tout cas, on ne peut pas utiliser la boîte sans ce système-là, et qui fait que si on ne revisse pas bien la couronne, on ne peut pas correctement mettre son bracelet. Donc c'est une sécurité. Voilà. Ouais. Donc le mode de fonctionnement, de fonctionnement, en restant sur la couronne, elle est très très proéminente, comme elle n'est pas sur le côté, elle est un peu maquillée, donc on replie comme ça le bracelet. C'est ça. Et chose différente d'une couronne classique, donc pour la dévisser, là on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas être inversé. Voilà, donc je tourne, toujours avec le bracelet baissé. Et une fois que je suis arrivé au bout, là, je peux tirer. Tu tires. Effectivement, on entend et je change l'heure. Voilà, tout à fait. Et pour le coup, une fois que j'ai changé l'heure, eh bien, si je veux remettre la montre alors que je n'ai pas revissé la couronne, eh bien, je ne peux pas parce que le bracelet est bloqué. Voilà toute l'idée de la logique. Mais il me semble qu'il n'y a pas que ça quand même dans ce qu'ils ont amené. Il n'y avait pas une affaire de montre monobloc? Si, mais ça c'est depuis l'origine, leur toute première montre, je crois. Il y a un acier. Il y a un acier qui est traité, alors je crois que c'est avec je crois que ça s'appelle chrome molybdène ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un ajout de matière dans l'acier pour qu'elle soit magnétique, ce qui était très important parce qu'elle équipait aussi les plongeurs démineurs, tout à fait. Et c'est un boîtier monobloc pour résoudre vraiment les questions de pression et d'étanchéité. C'est un seul bloc. Et taillé dans la masse, quoi. À l'époque, c'était un seul bloc. Ouais. Alors que là, on voit qu'il y a un fond de boîte vissé. Il y a un fond vissé, mais la boîte est toujours monobloc. Voilà, il n'y a pas de fond vissé. Ouais. Très sympa. Ouais. On voit les vis là pour qui attachent les pompes du bracelet, qui sont en fait en triangle, comme le triangle qui fait partie du logo actuel on va dire de ZRC. C'est ça. Et puis qu'on retrouve ici pour pouvoir ouvrir le fond de boîte. Donc manifestement, il faut un outil un peu particulier pour l'ouvrir. Alors celui-là, on l'a pas. Par contre, les petits tournevis avec l'empreinte triangulaire sont fournis pour pouvoir changer. Alors évidemment, les amis, quand vous avez un fond de boîte comme ça, c'est le signe que c'est pas fait pour être ouvert par n'importe qui. Donc il y a ça sur la Ploprof, il y a ça sur des Seamaster 600. Il n'y a pas ça, de façon surprenante, sur la trilogie de plongeuses Rolex, que ce soit Submariner Sea Dweller ou Sea Dweller Deep Sea. On reste avec ce qui est assez l'ouverture classique du boîtier Oyster, ce qui est intéressant en termes de marketing, mais qui n'est pas forcément complètement logique pour des plongeuses dites professionnelles. C'est quoi? C'est un micro-crantage sur tout le pourtour. Mais bon, il faut un outil Rolex de toute façon, c'est un outil spécifique. J'imagine que tu n'ouvres pas. Je pense un horloger sans outil Rolex avec une presse comme ça, il va l'ouvrir. D'accord. Je pense. Tu as un beau traitement saphir anti-reflet. Ça, c'est très très sympa. Une lisibilité quand même extrêmement intéressante. Et un cadran, pour une plongeuse, cadran noir à index blanc. C'est pas la première, c'est pas la dernière, qui est quand même assez singulier, parce qu'en plus des index bâtons, il y a des petits plots. Il te plaît toi aussi cet adjectif? Bah ouais, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Tu as un traitement Lumitruc, là, Luminova, Super Luminova, etc. Sur les index, les aiguilles et la lunette. Sur le cadran et sur la lunette, ce qui d'ailleurs donne un effet assez sympa dans le noir quand tu passes dans l'obscurité. Là, ça élargit le cadran en fait, puisque du coup, ce que tu regardes pour voir l'heure, du coup là, en fait, tu as l'impression que le cadran est plus grand parce qu'il y a des index lumineux. Ça prend aussi sur la couronne. Je comprends. Sur la lunette, pardon. C'est ta montre de tous les jours? Non, j'ai plusieurs montres et comme j'aime toutes les porter.
Voilà, je vais la mettre le temps que ça me plaise, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, puis après je change. Voilà. Ok, ouais. Donc tu changes fréquemment, Ouais. mais pas sur des périodes très courtes. Non. Tu fais pas un jour sur l'une, un jour sur l'autre. Non, une fois que je l'ai, j'aime bien la garder un peu. Ouais. Vous savez, les amis, il l'a acheté depuis 1 an, mais moi je le sais. Parce qu'à un moment ou un autre, l'invité me contacte. Ça fait combien de fois qu'on a reporté cet enregistrement? On n'a pas été aidé avec l'histoire de confinement, etc. Ça a été un peu compliqué. J'ai l'impression que avec l'enregistrement sur l'Omega Seamaster Pro Prof, je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a une plongeuse très pro, il y a toujours un décalage absolument astronomique. Il y a pas mal de plongeuses, hein. Les amis, il y a une playlist spéciale monde de plongée où vous avez toutes les plongeuses qui sont passées sur la chaîne. Je la mets là sur le côté. Vous pourrez regarder. Il y en a plein d'autres qui sont pas passées sur la chaîne. Blancpain 50 Fathomes, les amis. Blancpain 50 Fathomes. Très quand même. Et il n'y a pas de Blancpain tout court. Donc je prends même une Villeray, une Léman, ce que vous voulez. Franchement, faites-moi plaisir. Venez avec une Barracuda. Alors là, ce serait beau, hein, mais franchement, appelez tous vos copains et dites-leur de me contacter avec une Blancpain 50 Fathomes récente ou vintage. Je préfère la vintage. On ne va pas se refaire. On connaît un peu. Oui, on ne va pas se refaire. Mais bien évidemment, bon, je vous taquine les amis, vous venez avec n'importe quelle montre, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Benjamin, c'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Il y en a plein, hein? Ouais, il y en a, franchement... tu n'avais pas réfléchi à celui-là, hein? Si, un peu, mais je ne suis toujours pas décidé. Je vais te dire, un truc qui me plaisait pas forcément au départ, mais qui maintenant, finalement, que j'y suis habitué, me plaît davantage, c'est les aiguilles Magnum. Voilà, parce que tu regardes le cadran, c'est le premier truc qui te saute à la tête, ces grosses aiguilles là, ça ressemble à rien d'autre en tout cas. Et j'aime bien ces aiguilles. Ouais, mais Magnum au chocolat blanc. Magnum au chocolat blanc. Magnum au chocolat blanc, quoi. Ça s'appelle vraiment Magnum ces aiguilles? Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Mais attends, c'est en rapport avec les glaces Magnum. Je pense pas. Tu penses pas? Non. Franchement, on dirait une glace Magnum. Je connaissais pas ce nom, les amis. Donc pour moi, je me dis chocolat blanc. Magnum, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, vous le savez, c'est la bonne ambiance, petite montre entre amis. C'est vrai que là, franchement, tu peux pas les rater. Non, tu peux pas les rater. En plongée, ni la nuit d'ailleurs. C'est clair. Petite dernière question pour toi. Le logo Seaworks, est-ce qu'il est Super Luminova? Non. Donc le mec il plonge avec éventuellement et il n'y a pas un truc pour lui rappeler mec, tu sais pour qui tu bosses? Non, il n'a pas pensé à ça mon pote, c'est vrai que franchement, je vais lui dire. Tu lui en reparles, franchement, tu as eu une question de fou sur la chaîne. C'est ça. Je veux dire, est-ce que le Seaworks est traité avec une matière luminescente? Il y a une couronne d'une taille. Un truc. Est-ce que c'est prévu pour être manipulé avec des gants? Je ne sais pas, parce qu'elle est quand même pas d'une manipulation si aisée que ça avec leur système de sécurité. Mais c'est vrai qu'elle est. Après, vu où elle est placée, c'est aussi bien qu'elle soit grosse, parce que c'est pas si évident que ça. Il faut un petit coup de main. C'est clair. Mais justement, tu vois, tout à l'heure, vous avez bien compris qu'à un moment ou un autre, pour faire des prises de vue, je manipule la montre. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Un épisode de petite montre entre amis, c'est pas facile à manipuler. Et c'est intéressant parce que je me demande si c'est pas fait exprès. Que ce soit pas si facile que ça. Parce que le propre du plongeur, là, qui est sur le bateau, tu vois, ou alors il est à quai, mais il prend le bateau, il va plonger une demi-heure avant, une demi-heure après, pardon, 1 heure après. Tu vois, si tu plonges dans de l'eau froide, etc., tu as des gants, tu vois, c'est un truc à la con, donc il ne faut pas que ce soit trop facile, parce que trop facile, c'est un truc à jouer avec, c'est un truc à déconner, tu vois. C'est possible, c'est bien possible. Après, c'est pas un truc que tu manipules, pour quelqu'un qui la porte tous les jours, c'est un mouvement automatique, donc voilà, normalement tu ne remontes pas ça tous les soirs. Quoi, les amis, vous savez, un jour, je ne désespère pas de réussir à organiser un event Daily Shoes, etc. Et là, je me dis, bon, si je crée une équipe avec des invités plongeuses, tu vas faire un tabac avec celle-là parce que on n'en voit pas souvent. Non. Ça a une forme complètement atypique. Tout ça pour 2400 balles. Moi, les amis, je trouve que c'est un truc absolument magique. C'est difficile à trouver. Là, toi, tu l'as eu dans des conditions particulières. Tu sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je pense pas que ce soit si difficile que ça. Je pense pas. Mais bon, moi, je ne peux pas te dire parce que mon expérience perso, ça a été par la boîte de mon pote, donc je ne sais pas. Eh bien, les amis, c'est beau. On enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends, Merci. Benjamin. Bel essai.
belle plongeuse. Bon, bah, ça reste une plongeuse qui plonge pas beaucoup quand même, quoi. Celle-là, non. Hein? Non. Elle va sous l'eau, mais elle plonge pas très profond. Ok, bon, tu nous diras où tu nous ramènes cette bonne mine. Hein. Oui. Bon, si ton pote est à Marseille, bon, on a compris quand même que dans le coin là-bas, il faisait un peu plus beau que ici en région parisienne. Quel âge tu as, Benjamin? J'ai 49. Et on sait déjà comment je vais le brancher sur ta prochaine montre. Ouais. Comment tu es arrivé avec cette passion là, à t'intéresser aux montres? Alors, finalement, aux montres un peu d'horlogerie mécanique, c'est plutôt récent. Ça fait 3-4 ans vraiment que que ça me titille. Par contre, les montres en général, c'est depuis jeune. Alors, je sais ce que tu vas me dire, quelle est ta première montre, etc. Et je vais te décevoir, c'est pas une flic-flac. Et je m'en rappelle pas. Mais c'est normal que ce ne soit pas une flic-flac parce que tu n'as pas la tranche d'âge de flic-flac. Ah, tu es c'est quasiment pour ça. mon âge. Je suis Ouais. ton aîné de quelques années, Ouais. 2 Voilà. ou 1, tu vois, entre guillemets. Ouais. Voilà, c'était, tu vois, Tu es mon aîné, ça suffit. Voilà. Quand tu as une flic-flac, tu as 35 ans. Ah ouais. Voilà, Ok. entre 30 et Ok. 35. Voilà. Ouais. Donc là, ça aurait pu être une Swatch, ça aurait pu être une Timex, une Texas Instruments, une Seiko, tu vois, une Lip peut-être. Ouais. Je pourrais tu pas te te souviens dire. pas? Non, je me souviens pas. Et la dernière montre dont tu te souviens alors? La première, tu veux dire? Oui, dans ce sens-là, ouais. Oui, alors là, j'en ai eu beaucoup de Festina, de Sector, voilà, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu ma période aussi où j'adorais les montres, où il y avait plein de fonctions, le plus possible, plein de boutons, les Casio, les trucs comme ça, ouais. Bon. Mais la première montre dont je me souviens vraiment, je te l'ai amenée évidemment, parce que je savais qu'elle allait me dire, tu l'as pas amenée? Non, mais là, peut-être qu'il a un 10e de point additionnel au quiz, on verra tout à l'heure. J'avais 14 ans, Ouais. j'avais bossé dans une pâtisserie, je faisais aide pâtissier, je taillais le pain, boulanger aussi, je nettoyais les plaques, voilà. Et mon premier salaire, je suis allé directement dans une vitrine du bijoutier de mon village, à côté d'Aubagne, et j'ai acheté cette montre-là. Alors je me rappelle, j'avais tout claqué, ça coûtait 2000 francs à l'époque. Bon, aujourd'hui, 300 € c'est que dalle, mais ça coûtait 2000 balles. Et je m'étais fait un peu engueuler par mes parents qui m'ont dit « mais t'es stupide ou quoi, tu gagnes un salaire, t'as bossé un mois et tu vas tout claquer comme ça. » Et j'avais acheté cette montre, voilà, c'est une Yema Paris à quartz que j'ai utilisée des années, j'ai tout fait avec, tout fait. Yema Paris, mais il me tend la perche parce qu'à un moment ou un autre, je sais bien que c'est faux, mais je me suis dit, mais Aubagne, c'est pas ceux qui ont éliminé l'Olympique de Marseille récemment? Non. Eh ouais, Aubagne, c'est juste à côté, ça touche Marseille, non? Oui, ça touche Marseille, mais c'est pas eux qui ont éliminé l'OM. Oui, ça y est, tout de suite, il est susceptible. T'as quand même une Yema Paris. Ne rajoute pas, c'est pas le moment, c'est bon. Les amis de Marseille et des Bouches-du-Rhône, bien évidemment, je vous aime, etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Benjamin est supporter de l'OM. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Même s'il a une Yema Paris alarme chronographe waterproof 100 mètres resist. Ah ouais, toute une littérature. Elle faisait tout. Elle était particulière parce que tu changeais les fonctions avec la lunette. Tu avais un chrono, tu avais un compte à rebours, tu avais une alarme, elle avait tout. Et elle était quand même à aiguille. Et elle marche encore? Non, j'ai essayé de changer la pile, elle repart pas, ou elle repart un peu en travers. Donc bon. Mais je l'ai porté des années, je faisais tout avec. Voilà, je dormais avec, je me douchais avec. Oh, c'est un style totalement improbable, à moitié sportif, à moitié habillé. C'est ça, ouais. Mais est-ce que ça t'a... Tu vois, Yema, ils ont quand même super bien bossé historiquement, avec leur Yema Superman étanche à 300 mètres, sorti peu ou prou aux mêmes années que ZRC. Tout à fait. Ça t'a pas emmené dans l'univers de Yema, même si eux aussi ils ont disparu entre guillemets, où ils ont fait des montres comme ça, c'est-à-dire on essaye de faire le moins cher possible avec un peu de design, etc. Mais à des années-lumière de leur propre histoire à eux. Bien sûr. T'as pas de proximité particulière avec Yema? Non. Alors j'en ai une toute récente puisque j'ai acquis, là vraiment, elle est arrivée la semaine dernière par le biais de la campagne, tu sais, Kickstarter pour les aider à développer leur. Donc j'ai acquis une bronze, j'ai pas de montre en bronze, une bronze GMT là, qui est très jolie d'ailleurs. Donc j'y reviens là très récemment, mais non, pendant tout ce temps-là, non, ça pouvait être Yema ou autre chose. Celle-là, elle me plaisait esthétiquement. J'ai pas regardé si c'était. D'ailleurs, Yema, je pensais que c'était japonais moi à l'époque, tu vois. J'avais pas capté que le nom pour moi, ça sonnait japonais. J'avais pas capté que c'était français. Tu confonds avec Yamaha. Elle était facile, les amis. Je me mets un petit coup de trompette. Vous me direz en commentaire si ça vaut un coup de canard ou un petit coup de trompette. Moi, je trouve quand même que ça mérite trompette. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, justement, en parlant de trompette, Benjamin, les amis, Arthur, vous savez, le trompettiste,
ne nous a pas oubliés. Hein. On va bien avoir un jour, et je vous préviendrai, des vrais coups de trompette enregistrés par un invité de la chaîne. Donc tu l'as porté combien de temps celle-là? Je l'ai porté, je ne sais pas, je dirais 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Ok, donc tu as jusqu'à 20 ans, quoi, schématiquement. Et qu'est-ce qui fait que, alors que tu as 49 et grosso modo, tu as démarré autour de 45, démarré, tu es passé de la montre, bon ça c'est ton premier salaire, puis après tu es rentré dans la montre fonctionnelle. Oui. Voilà. Et si tu te souviens, ou si tu as réussi à l'analyser, ce qui n'est peut-être pas le cas, qu'est-ce qui fait que tu es passé du côté des montres qui servent à rien et qui coûtent une blinde, mais qui font rêver? Parce que c'est ça le sujet. Le rêve, les amis, ce dont on parle sur la chaîne, c'est le rêve. Voilà. Donc si les montres qui viennent sur la chaîne, c'est celles qui viennent. D'abord, c'est parce que ce sont les invités qui proposent de venir. Et puis parce qu'à un moment, il y a une part de rêve. S'il n'y a pas de rêve, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Alors, je vais te dire un truc, ça fait peut-être moins rêver, mais ce qui a fait que je me suis intéressé à des montres comme la ZRC ou comme d'autres que j'ai dans ma collection aujourd'hui, c'est simplement que j'ai eu à un moment donné un peu plus de moyens dans la vie et les moyens de me les offrir. Parce que... mais d'accord, mais c'est ça le rêve. Le rêve, c'est que tu rêves d'un truc, puis à un moment, tu peux te l'offrir. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé, à un moment forcément, à rêver de montre? Et le jour où tu as eu les moyens, tu as pu te le payer. Si tu veux, je te dis... Peut-être que tu n'as pas l'explication. Si, je pense l'avoir. Parce que, habitant près de Marseille, j'ai côtoyé le milieu de la mer. Pas le milieu. Depuis tout petit. Quoi. Oui. Et dans mes copains, certains de mes copains, dont celui qui a la boîte de plongée aujourd'hui, leur père était plongeur. Plongeur Comex ou pas. Mais il y avait déjà les papas que je voyais, moi, avaient souvent soit la Submariner au poignet, soit d'autres montres, des ZRC d'ailleurs. Le père de mon pote a eu une Sub Comex qui a été fournie par la Comex à l'époque. Il avait aussi une ZRC avec laquelle il a plongé des années. Et du coup, moi, je voyais un peu ces montres-là, les années collège, quoi. Hein. Et donc, je savais que c'était totalement inaccessible parce que, bon, voilà, dans ma famille, c'était pas montre. Et puis, c'était des montres de pro. Oui, c'est des montres de pro. Ouais. Voilà. Et ça me parlait vraiment. Okay. Voilà. Alors, Rolex, je connaissais parce que voilà, ça avait c'était le symbole un peu du luxe, inaccessible. Donc pour moi, à l'époque, c'était pas du tout pour moi. Mais voilà, je pense que c'est cette histoire-là, au fur et à mesure, qui a fait son petit chemin. Et puis voilà, un jour on s'y intéresse vraiment. Plus on s'y intéresse, plus on comprend. Plus on comprend, plus on s'y intéresse. Et puis on a un peu de thunes, et puis on dit allez, j'y vais. Et on est dans la merde. Et on est dans la merde parce qu'après, on se fait happer. Bien sûr. Ouais. Vous savez que la plus belle image d'une montre, je ne l'ai jamais sortie celle-là, mais bon, c'est la tondeuse à gazon, quoi. C'est-à-dire que vous démarrez avec une et puis après vous la mettez au poignet, ça vous gangrène le bras et même le cerveau au point où vous vous dites je vais venir passer sur la chaîne d'Alichus. La première de ces montres qui t'a fait passer de l'autre côté du miroir, entre guillemets, c'était laquelle? Celle que j'ai acquise, la toute première, c'est une Sea Dweller, les dernières, le modèle anniversaire avec la ligne rouge. Avec le cyclope. Avec le cyclope. Tu l'as encore? Oui. Ah bah voilà, il l'a encore. C'est pas mal du tout. Mais les amis, le sujet aujourd'hui, c'est la ZRC Grand Fond. Et justement, on va vérifier tout ça avec le célèbre quiz. Tiens, je te rends la Yema Paris. La Yema Allez Paris, les amis. Nous sommes toujours en Coupe d'Europe. Alors, est-ce que tu es prêt pour ce quiz? Je suis prêt, Xavier. Tu es prêt pour le quiz. Alors, les amis, il y a une nouveauté aujourd'hui. Attention, l'ordre de diffusion des épisodes n'est pas prévu à l'avance. Donc, voilà, ce ne sera pas nécessairement toujours comme ça que ça se passera. Mais il y a une belle casquette d'Alichus à gagner. Voilà, avec le logo en forme de D et puis de spirale. Et un petit Dailychus avec un beau bleu marine. Bon, on connaît le bleu dans le domaine du foot, les amis, vous avez compris pourquoi c'était en bleu marine et non pas en bleu ciel. Bon, allez, canard. Première question. T'es prêt? Elle est jolie, je suis prêt. La touche pas trop, parce que si tu gagnes pas... Je me fais envie, elle te fait envie, ça marche. Alors, attention les amis, c'est cadeau là. Allez. Le logo de ZRC arbore une couronne à 3 branches. Oui. Cherchez l'erreur parmi ces autres marques arborant une couronne. Donc je vais te citer 3 autres marques de montres. L'une des 3 a un logo qui n'est pas une couronne. Cherchez l'erreur. Réponse A,
Rolex. C'est cadeau ça. Hein. Réponse B, Smith. Réponse C, Ebel. Ah, vous avez vu le sourire méditerranéen, le soleil est en train de se coucher. Oui, parce que voilà, la première est évidente, les A, deux Rolex, autres, c'est des... B, Smith, C, Ebel. Écoute, je dirais Ebel, qui n'a pas de couronne. Je dirais Ebel. Ebel, t'es sûr? Non, je dirais ça. Bonne réponse, les amis. Effectivement, Ebel, c'est deux E, dont un inversé, qui font penser aux deux E de Ebel. Ouais. Comme pour Banplan, les amis, quand est-ce qu'une Ebel va venir dans Petite Montre entre amis? C'est vous qui avez la solution. On en a eu une Ebel dans Duel Time avec toujours le fameux Denis. Salut Denis, franchement, tu as 2 featuring sur la chaîne, c'est absolument merveilleux. Smith, ça te dit quelque chose comme marque? Non. Si, c'est pas Hillary qui portait ça au sommet du Hillary Clinton? Non. Edmund Hillary, Sir oui. Edmund. Oui, il portait ça, non, au sommet de l'Everest en 53? Voilà, il portait pas. Il y a beaucoup de choses à lire sur le sujet, mais effectivement, Smith était un horloger anglais. Ouais. Cette marque, comme Rolex, avait vendu ou noué un partenariat avec l'expédition d'Edmund Hillary et de Townsend Norgay. Et a priori, sur des photos, il semble acquis qu'il avait 2 montres. D'un côté, une Rolex Précision et de l'autre côté, une Smith A409. Quand vous regardez cette Smith, vous vous dites, waouh, il y a une couronne sur le logo. Si on enlève Smith et qu'on met Rolex, c'est comme si c'était une Explorer. Voilà, n'oubliez pas que l'Explorer, elle, est une Tribute Watch. Hein, elle est sortie après, mais n'était pas le modèle au poignet de l'équipe. Il y en a d'autres, Fortis, Lemania, R1 et, parlons, tu parlais de Yema tout à l'heure, R1, j'en ai parlé, Younger et Bresson. Montre marque du groupe Ambre, dont Yema est également actionnaire. Younger et Bresson, si vous vous souvenez des publicités, je mettrai une photo. C'était. On a le même âge, donc on rigole aux mêmes bêtises. Ouais. Voilà. Bien joué, Benjamin, tu mènes 1-0 ? Ouais. Bon, c'est beau. 1-0, il se rapproche éventuellement d'une victoire pour repartir avec la belle casquette d'Alichus, les amis. Alors, deuxième question. D'où provient le nom de marque ZRC? Réponse A, le hashtag du célèbre pilote de MotoGP Johann Zarco. Réponse B, les initiales des fondateurs. Réponse C, le symbole de l'élément chimique carbure de zirconium. Un peu cadeau celle-là aussi. Un peu cadeau celle-là aussi. Je ne sais pas, tu sais, quand je dis cadeau, il y en a qui prennent la pression, cadeau pour les uns, cadeau pour les autres, je ne sais pas. Non. Quelle est ta réponse? Johann Zarco? Zuccolo, Rocher et compagnie. Voilà, bonne réponse, bien sûr, les initiales des 2 fondateurs. C'est ça. J'ai regardé la date de création de ZRC et figurez-vous qu'il y a quand même un truc assez bizarre. ZRC, en fait, en 1975, c'est scindé en 2 avec l'activité bracelet. Bracelet, oui. Voilà. Et donc, quand on va sur le site de zrc1904.ch, c'est-à-dire le site internet de la marque de montres, ZRC a été créé en 1904 avec la photo des 2 fondateurs. Et lorsque l'on va sur le site des bracelets ZRC, donc le groupe Rocher, il y a la même photo des fondateurs, mais il y a écrit ZRC créé en 1908. Donc les amis, je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, c'est le lien qu'il y a entre ZRC montre et ZRC, ZRC bracelet. Le carbure de zirconium, c'est une matière synthétique avec un élément chimique ZRC, qui est de la céramique. D'accord. Voilà. Et on appelle aussi diamant synthétique. Tu vois, donc sur des énormes à diamant, c'est pas du vrai diamant, hein, bien évidemment, c'est du diamant synthétique qui est déposé et c'est du carbure de zirconium. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, il me semble avoir lu que, alors je ne sais pas qui était le premier fondateur, si c'était Zuccolo ou Rocher, mais je crois qu'il y en a un des 2 qui était le chef d'atelier de l'autre, et du coup ils se sont associés, et c'est ce qui a fait la boîte. Mais 1904 ou 1908?
Pas facile, hein? Pas facile. J'ai toujours Vous pensé nous que c'était direz, les 1904, amis, ouais. vous regarderez sur les deux sites internet, il y a sûrement d'autres sources et peut-être certains le savent. En tout cas, du côté du groupe Rochet, ZRC Bracelet, c'est l'arrière-petit-fils Ouais, de Joseph Rochet. Ok. S'agissant de GRC les montres, je crois que ça a été relancé par la famille, puis après ça a été repris par un passionné. Je ne sais pas trop, à vérifier les amis, il y a plein d'infos sur le sujet et c'est ça qui est passionnant. Le MotoGP, tu suis un peu? Peu. Peu. Bon. Je connais Zarco, mais... Bah ouais, Johan Zarco, superbe, le renouveau. Je suis pas motard, les amis, j'en ai déjà parlé, mais franchement, un gars qui a eu des hauts et des bas et là qui se relance, franchement, bravo. Ouais. Il vient de battre son record personnel en essai d'hiver, les amis, 353 km/h en ligne droite sur une moto, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. Écoute, il mène 2-0, donc vous le savez, il n'y a pas de règlement dans le quiz. Donc là, je vais garder pour moi la réponse à cette question. Est-ce que le vainqueur part avec la casquette s'il gagne 3-0 ou s'il gagne 2-1 nous verrons bien. Alors, troisième question. T'es chaud? Prêt. Là, je la lis, mais je crois que j'ai fait la boulette, c'est-à-dire qu'on en a parlé pendant l'épisode. Tu fais souvent ça quand même. Ben ouais, ben qu'est-ce que tu veux? C'est l'enthousiasme. Hein. T'imagines si j'étais un mur comme ça, il dit ouais, d'accord. Ça serait moins drôle. Voilà. En quelle année s'arrête la collaboration avec la Marine nationale? Réponse A, 1964. Réponse B, 1971. Réponse C, 1982. Comment tu dis C? 64A, 71B, 82C. Il me semble avoir vu passer une info selon laquelle ils avaient fêté avec la marine un anniversaire des 15 ans. Aïe, on n'a pas dit Alors là, j'ai deux façons de faire. Soit je lui dis, attends, Benjamin, il faut gagner 3-0 pour repartir avec la casquette. Ouais. Parce que si je te dis à 2-1, ça marche aussi, tu vas laisser filer là. Non, c'est à 3-0 la casquette. Non, je me bats, ça cogite, ça cogite dur. Ça cogite, hein. Mais en plus, tu dis, on en a parlé. Si on en a parlé, j'ai mal dû écouter parce que ça ne me dit rien du tout. C'est peut-être une ruse. Hein. Peut-être. Écoute, je dirais 82. Eh oui! Oh là là! Magnifique! Te voilà avec une belle casquette d'Alichou. Tu regarderas, il y a la petite étiquette en carton. Vas-y, essaye-la, voir si elle te va. Merci Xavier. En plus, je suis le premier si je dis pas de bêtises. Il est superbe. Bah oui, voilà, tu es à jamais le premier. Je suis le premier. Hein, voilà les amis, il y a eu à jamais les premiers avec, je t'en prie, c'est avec plaisir, avec Laurent qui était venu présenter sa IWC. Je dois le reconnaître que l'Olympique de Marseille est à jamais la première équipe française. Vous voyez, j'ai du mal à le dire, à avoir gagné la Ligue des Champions. Et toi, tu es à jamais le premier à repartir avec un goodies d'Alichou. Vous me direz en commentaire, les amis, quel règlement vous souhaitez que je mette en place pour la distribution des goodies d'Alichou. On enchaîne, mon cher Benjamin, sur la quatrième séquence de cet épisode, recto verso. Tu habites près de la mer et tout ça, là, tu as d'autres passions, tu fais du bateau, tu fais de la bagnole, tu fais du sport, tu fais de la musique. J'habitais près de la mer, j'ai grandi près de la mer. Ouais. Aujourd'hui, j'habite à Gap, donc c'est plus près des montagnes que de la mer. C'est même la montagne, hein. C'est les Alpes du Sud, on a déjà des beaux sommets. J'y vis et j'y travaille, donc aujourd'hui, voilà, mon univers et ma passion principale, même avant les montres, comme ça a toujours été, c'est le sport et si possible le sport dans les grands espaces, voilà, les sommets, l'air, le parapente, voilà. Waouh, le parapente. Oui, j'ai un jardin extraordinaire avec le massif des Écrins au pied de chez moi. Ouais. Attends, le parapente, c'est tu montes, peu importe comment, et puis après tu sautes dans le vide avec une voile. T'appelles ça? C'est une voile, c'est ça? Voile, ouais. Une aile ou une voile, comme tu veux. Ouais. C'est comme si tu ne faisais que descendre en parachute. Alors, ou pas? Non, parce que tu peux remonter. Oui, justement. Alors déjà, dans ce que tu dis, on monte d'abord, alors on monte de moins en moins haut parce qu'il y a 30 ans, moi je suis un vieux pilote, donc j'ai commencé il y a longtemps. À l'époque, oui, on montait très haut pour avoir le temps de descendre et profiter du vol, parce que nos voiles ne faisaient que descendre. C'était des parachutes améliorés. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de monter très haut, il suffit d'une petite bosse, souvent un peu alimentée, et on arrive à partir de là. Alimenté en vent?
Ouais, En thermique. en thermique, ou en vent météo ou en thermique. Et ensuite, on ne saute pas, on décolle. C'est la grosse différence avec le parachute. On a une aile étalée au sol, on la gonfle, on court, et puis en 2 pas, si tout va bien, on décolle. Et ensuite, avec la possibilité d'exploiter les thermiques, on remonte. Et là, du coup, on peut monter beaucoup plus haut que ce qu'on aurait pu faire en allant à pied. Et puis on peut balader, aujourd'hui, on peut faire des kilomètres avec assez de facilité parce que les voiles modernes sont performantes, sécurisantes. Et du coup, c'est pas rare de faire 100 bornes dans nos vallées, dans nos massifs. Ouais. Et tu fais ça seul ou tu fais ça seul, ou vous partez à plusieurs, ou seul, dans le sens pas avec quelqu'un qui est avec toi? Alors, les 3, en général, c'est-à-dire que je fais seul, tout seul, sous ma voile tout seul. Je fais seul en groupe parce que j'aime bien quand on part avec les potes ou avec le club ou avec des copains qui font ça avec moi. Et parfois à 2. Alors du coup là ça nécessite une voile un peu plus grande, ça s'appelle un biplace, qui fait un peu moins que le double de la surface d'une voile normale, une voile solo. Qui nécessite d'avoir un petit diplôme aussi pour être sûr d'être assuré en cas 2. Et oui, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour partager justement avec un passager. Ouais. Mais quand tu dis vous faites 100 bornes, 100 bornes, ça veut dire que c'est quoi, 4, 5, 6 heures? Ça peut être aussi long? Oui, ça peut être aussi long, ou même plus long. Oui, bien sûr. Un parapente, c'est une machine qui vole péniblement 40 à l'heure. Avec le vent dans le dos, si on fait des parcours, parce que le vent s'ajoute du coup à la vitesse de l'aéronef lui-même, du coup on peut voler plus vite que ça, mais malgré tout, pour faire 100 bornes, 200 bornes, il faut voler plusieurs heures. Alors j'ai une question pour toi. Il s'avère, les amis, que cet été j'ai fait de la montgolfière pour la première fois. Donc ce que j'ai compris, alors ça paraît facile une fois qu'on en a fait ou qu'on vraiment on y réfléchit, ce qui n'était pas mon cas. En gros, une montgolfière, ça ne se dirige pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, tu pars d'un endroit, il y a les vents et les thermiques qu'il y a, sachant que là, il y a du gaz, donc forcément, c'est toi qui contrôles ça. Et puis, tu arrives là où la météo t'emmènera. Tout à fait. Voilà. Ça se dirige un parapente ou à un oui. moment ou un autre, de toute façon, tu ne peux pas aller contre le vent. Si le vent est moins fort que la vitesse de ton parapente, oui, tu peux aller contre le vent. Oui, ça se dirige. Parce que c'est un profil d'aile. Et comme une aile d'avion, ça se... Ouais, non, mais ça se dirige. On voit bien, ça fait des tours comme ça, des trucs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux partir d'un endroit en te disant, bon, le sujet, c'est dans 3 heures, on arrive là-bas. Oui, bien sûr. Et tu es sûr d'y arriver? T'es jamais sûr, c'est une activité de pleine nature, donc il y a la météo, il y a... Voilà. Oui, non, mais sans phénomène météorologique particulier ou quoi que ce soit, il n'y a jamais un moment où tu dis, de toute façon, il n'y a pas les thermiques, l'air n'est pas assez chaud, la différence entre les airs n'est pas suffisante, le vent est trop fort. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver de changer ses plans en cours de route, et il ne faut pas hésiter à les changer si besoin, c'est une question de sécurité. Mais quand tu as une journée où les conditions météo sont prévues belles et qu'il n'y a pas de raison que ça contrarie le plan que tu as fait, tu peux avoir un plan de vol, tu peux avoir une idée. Nous, il n'est pas rare qu'on parte de la vallée au-dessus de chez moi, là, au-dessus de Gap, et qu'on aille à Grenoble. C'est des choses qui se font assez bien. Alors bon, évidemment qu'il faut savoir changer ses plans si ça ne va pas, mais oui, faire des kilomètres et de la distance, c'est possible. Alors justement, par rapport à la montgolfière, les gars sur les montgolfières, c'est intéressant, ils sont 2, ils parlent d'équipage, sauf que la réalité, c'est que sur les 2, il n'y en a qu'un seul qui monte, qui pilote la montgolfière, et l'autre, il est en bagnole, il suit en bas, puis ils se mettent d'accord sur où est-ce qu'ils vont arriver. Mais quand tu pars de Gap, tu arrives à Grenoble, tu rentres comment? Tu rentres à pied? Ouais, souvent. Alors, tu essaies d'anticiper, il y a des lignes, il y a des lignes régulières, tu fais du stop, il faut se débrouiller. Par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est de vouloir aller d'un point à un autre et au milieu, ça ne se passe pas bien, on n'a pas les conditions, on n'arrive pas à faire les plafonds pour continuer à faire la distance. Du coup, on se vache, c'est-à-dire qu'on se pose un peu n'importe où. L'avantage de cet engin-là, c'est qu'il se pose dans un petit champ, au milieu des vaches, c'est pas un problème. Mais du coup, on peut se poser aussi au milieu de nulle part, entre 2 vallées où il n'y a pas de route, donc il faut quand même calculer pour ne pas se retrouver. Tu as regardé la législation du droit que tu as de poser partout? Puisque c'est quelque chose dont on a parlé avec le pilote de montgolfière, et il y a un droit très très particulier en France, c'est qu'une montgolfière peut se poser n'importe où. Alors, il y a peut-être des champs militaires, des terrains militaires, nucléaires, etc. Mais une montgolfière a le droit de se poser dans le jardin, compte tenu des problématiques de sécurité. C'est la même chose, tu n'as pas regardé ce truc-là? Non, il y a un droit très très spécifique. Non, il n'y a pas ce droit-là. Qui date des frères montgolfiers. D'accord. Non, ça n'existe pas en parapente. En parapente, l'usage, c'est de se poser sur un terrain approprié, parce qu'il y a régulièrement et partout des terrains officiels.
Si tu dois te poser en dehors d'un terrain officiel, tu le fais si possible pour pas emmerder les gens, donc pas dans un champ avec l'herbe haute parce que sinon tu vas prendre un coup de fusil par le paysan. Mais voilà, il faut respecter la propriété, mais on a une facilité quand même à se poser à peu près n'importe où. Si jamais tu es un peu limite, en 2 minutes tu as rassemblé tout, tu as tout plié, bon voilà. Mais là ta ZRC Grand Fond elle ne te sert à rien. À rien, elle est souvent avec moi au poignet parce que je ne prends pas la peine de la poser. Mais effectivement, en l'air, elle ne sert à rien parce qu'on a des appareils qui nous aident à exploiter les thermiques sur lesquels il y a l'heure. Donc si c'est juste pour avoir l'heure, je n'ai pas besoin de montre. Ces appareils qui exploitent les thermiques, ce sont des appareils bracelets ou ça c'est plutôt, ça dépend des appareils, mais c'est plutôt, on a une espèce de cockpit sur la sellette, donc ce qui nous relie à la voile dans laquelle on est assis. Et les appareils sont plutôt scratchés ou positionnés sur le cockpit. Ok, et ça te dit ce que tu as comme thermique qui te permet de savoir combien de temps de tout ça là. Ça te dit pas ce que tu as comme thermique. On parle de variation. Voilà. On est quand même dans une masse d'air invisible, c'est ça le but du jeu, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que tu vois rien, donc tu es obligé de deviner, d'avoir les sensations. Lui par contre va te dire si tu montes ou si tu descends, ça s'appelle un altivario, il est capable de te dire en fonction de ta variation d'altitude si tu montes ou si tu descends. Si tu prends un coup de pied aux fesses parce que tu as un gros thermique à plus 4, plus 5 mètres secondes, tu n'as pas besoin de l'altivario, tu sais que tu montes. Par contre, il y a des fois où les conditions sont un peu vaseuses, un peu ténues, ou si c'est 0,1 mètre seconde, tu ne sais pas si tu zérotes, tu ne sais pas si c'est moins 0,1 mètre seconde, tu ne sais pas si c'est plus. Bien sûr. Et des fois, il y a des conditions où 0,1, 0,2, il faut les prendre. Il faut les prendre parce que tu es mal barré, tu es dans un endroit un peu scabreux. Il faut prendre, il faut se sortir du merdier, donc 0,1, tu les prends. Et l'altivario te permet d'essayer de garder ce thermique pour remonter. Les amis, c'est un truc à faire, un petit parapente entre amis. T'en fais tous les combien? J'essaie d'avoir un volume d'heures suffisant pour être en sécurité sous ma voile. Voilà, parce que les voiles sont catégorisées. Tu as des voiles sorties d'école qui sont très faciles. On se met dessous, elles ont une sécurité passive maximale. Et puis tu as des voiles qui volent mieux, qui vont plus vite, qui sont plus performantes, mais elles sont aussi un peu plus dangereuses, plus fines à piloter. Et pour aller voler sous ces voiles-là, on considère qu'il faut un volume d'heures minimum par an pour être en sécurité. Voilà, parce qu'il faut avoir l'habitude. Mais ça, c'est une affaire d'autorisation, c'est une affaire de diplôme, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de régularité, de pratique. Oui, c'est toi qui t'obliges ça. Oui. Tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Pas obligé. Oui, parce que malheureusement, il y a quand même quelques accidents qui font la une des journaux. Voilà. Et malheureusement, c'est souvent le facteur humain. Alors, c'est le gars qui volait sous une voile qui n'était pas à son niveau, pas appropriée, ou bien dans des conditions où la voile, dans des conditions calmes, ça aurait été parfait et magique, sauf que là, les conditions étaient mal évaluées et trop fortes pour ce jour-là. Enfin, voilà. Donc, sachant qu'il faut un volume d'heures minimum pour aller se mettre sous telle catégorie de voile, j'essaie de m'astreindre, tu me disais combien de fois, c'est au moins une fois par semaine, j'imagine, des fois 2 quand je peux plus, mais voilà, j'essaie de faire au moins 50-60 heures par an, et si je peux faire 100, je fais 100, mais voilà. Après, il faut du temps. Un vrai aventurier, les amis, quand est-ce que tu te fais sponsoriser par une marque de montre pour tes trucs là? Avec un énorme logo à la couronne, hein, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas que Rolex, Smith, R1, voilà. SeaWorks, ça marche pas avec ton pote, SeaWorks dans les airs. Il serait capable, pour me faire plaisir, il serait capable de le faire, mais non. Les amis, on s'est régalé avec cette séquence recto-verso, mais là je suis impatient, il a 49 ans. Benjamin, ta prochaine montre, tu as commencé à y réfléchir? J'y pense. Ou malheureusement, tu y réfléchis tous les jours, et c'est bien ça le problème. Je pense plus aux 50 ans qu'au cadeau des 50 ans, mais oui, j'y ai pensé un petit peu. La prochaine, il y a plein de marques vers lesquelles j'aimerais bien aller parce que l'histoire m'intéresse, parce que je trouve les montres belles. Panerai, j'ai jamais eu, j'aimerais bien. Breguet, ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça très beau. Mais sans parler de marque, j'imagine que l'idée, celle que tu avais un peu montrée dans Watch Out, d'avoir une montre pour son anniversaire de son année de naissance, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Donc voilà, je me verrais bien avec une vintage, je sais pas, une vieille Sub ou une vieille Speed, pourquoi pas. J'en ai déjà, mais j'ai pas de mon année de naissance, donc pourquoi pas. Ouais. Donc tu n'es pas arrêté sur le sujet. Non. Ouais. Là, on parle de. Tu prends un exemple qui est très clairement très vintage. Oui. Tu as déjà des vintage? Oui, pas beaucoup, mais. Oui. Ok, donc tu es plutôt aujourd'hui sur la logique de la montre neuve. Mais tu es déjà rentré dans le vintage un petit peu, beaucoup passionnément, puis maintenant ça te gratouille? En fait, c'est plutôt récent et j'ai l'impression que je suis en pleine mutation, là. Peut-être un peu à cause de toi. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir envie de plus en plus de choses patinées, de choses qui ont une histoire, qui ont déjà vécu et qui sont
d'une autre époque. Ouais. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, la seule explication, les amis, que j'ai trouvée me concernant sur l'intérêt, enfin pas la seule, mais en fait la plus cartésienne, même si c'est probablement peu cartésien, c'est le choix. Voilà. C'est que dans le vintage, évidemment le vintage il commence, il se finit quand? Bon, voilà, on est en 2021, on va dire que tout ce qui est avant l'an 2000 commence à être un peu vintage, etc. Mais ça dépend si les modèles sont toujours d'actualité ou pas. Mais en fait, c'est le choix dans le sens de la diversité. Ouais. Tu vois, tu disais singulier chez ZRC, ils ont un modèle, point final. Bah, le vintage, le champ des possibles est infini. Ouais. Et il m'amène un truc qui touche à, en fait, non pas l'incertitude, je ne sais pas comment l'exprimer, mais le fait que je n'ai plus besoin de chercher un modèle qui me fait rêver, que je vais scruter, etc. Simplement parce que la diversité du vintage vient à moi. Et ce que je préfère, c'est tomber nez à nez avec un modèle en me disant « c'est quoi ce truc ?» Belle surprise. Et la surprise est tellement magique. Après, bien évidemment, il faut avoir les moyens, mais entre la Speed que j'ai eue pour mes 50 ans, qui est quand même loin d'être donnée, quelques vintage, même pas mal d'ailleurs, que j'ai pu acheter pour quelques centaines d'euros et même quelques dizaines d'euros en tombant dessus. Voilà. Donc là, toi, est-ce que tu serais prêt à aller encore plus loin dans le vintage, justement comme ça? C'est parce que là, tu as dit Panerai, Breguet, voilà. Mais ça veut dire que tu les cherches. Et est-ce que tu ne te dis pas plutôt, je vais essayer de m'organiser pour être confronté, en regardant la chaîne par exemple, à plein de modèles, et puis l'occasion fera le larron. Je ne suis pas à l'abri du coup de cœur, je te l'avoue, mais pour l'instant en tout cas, j'ai plutôt tendance à aller vers des choses qui sont connues, reconnues, qui ont une histoire un peu identifiée et qui de ce point de vue du coup me parlent. Mais le truc que je ne connais pas, je peux trouver ça joli, mais je sais pas si je la porterai après. Je pourrais acheter, mais pas sûr que je la porte. Donc, comme j'ai envie de porter mes montres, je pense avoir plutôt envie d'aller vers des choses qui ont une histoire qu'on connaît un peu, qui ont une espèce de petite légende. Voilà, pour l'instant, je suis plus attiré par ça. Ok. Donc, c'est encore une première, les amis. C'est-à-dire que là, finalement, on a ta prochaine montre. Et là, Benjamin, toi, tu nous dis, en fait, tu sais pas. Tu verras. Ça peut être un coup de cœur. Il y a deux marques que tu as citées qui pourraient être celles-là. Eh ben, c'est un bon plan, ça. Bah, écoute. Les amis, vous savez que chaque invité sur la chaîne est mécaniquement réinvité à venir. Donc, il y aura sûrement un jour le retour de Benjamin avec une autre montre. Une chose est claire, les amis, c'est qu'il repart avec la casquette d'Alicious après une très très belle victoire au quiz 3-0. Les amis, si vous voulez participer, c'est très simple, www.dalicious.fr, il y a un petit formulaire à remplir. Vous me contactez, de quel monde vous voulez parler, on trouve un moyen, un créneau pour échanger, et puis en fonction d'où vous habitez, eh bien, on fera soit un petit tour entre amis, comme on a fait avec toi, Benjamin, ou alors un duel time, un battle avec un collectionneur, un autre truc, etc. L'essentiel, c'est qu'on s'éclate, et puis c'est vous qui faites le programme, peu importe ce que vous avez à raconter, du moment où vous partagez pourquoi vous aimez votre montre. Benjamin, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci beaucoup. Salut les amis, ciao, Salut ciao. à tous.